Marin breton et mobile d'Ille-et-Vilaine pendant la guerre franco-allemande de 1870 à 1871. C'est le titre de la prochaine conférence mensuelle proposée par la CHASM à l'auditorium du Carré Déis à Saint-Malo lundi prochain à 14h30. Et pour en parler, j'accueille en studio Jean-Luc Blaise, vice-président délégué de la CHASM. Bienvenue Jean-Luc Blaise dans le 11-12. Merci de me recevoir à nouveau. Alors il y aurait un sujet bien sûr qu'on a défini et puis un conférencier dont on peut dire quelques mots déjà. Oui, un conférencier, Dominique Maillard, qui est un des sociétaires de la Société d'Histoire, qui passe assez souvent aux permanences du mardi. Dominique Maillard, qui était maître de conférence à l'université de Paris-Créteil, qu'on appelait avant Paris 12, il y a enseigné essentiellement la culture et la littérature et la civilisation américaine. Il est spécialiste des études californiennes et spécialiste des relations internationales, ce qui l'emmène d'ailleurs à enseigner chaque année en Chine, car c'est quelqu'un qui pratique couramment le mandarin, et voilà. Alors, il va s'intéresser à la garde nationale. Il va s'intéresser aux mobiles. Alors, je rappelle quand même que la garde nationale, c'est un décret de 1867 qui va créer... Le 23 mars, oui. Voilà, qui va créer, en fait, des auxiliaires de l'armée d'active pour défendre les places fortes, pour défendre les villes, les côtes, les frontières de l'Empire et du maintien de l'ordre intérieur. On appelait ces régiments les mobelots. Alors, ce régiment de mobiles, guerre de 1870-1871, peut-être que c'est utile de rappeler pourquoi cette guerre, comment elle démarre. Il va s'installer cette période de conflit qui va faire que l'activité portuaire de Saint-Malo va s'accroître parce que les ports normands sont occupés. On déplore la capture du brick malouin Saint-Marc par la frégate Augusta construite à Bordeaux. À l'origine pour la marine des confédérés américains, mais vendue en 1864 par Napoléon III à la Prusse. Alors pourquoi Dominique Maillard cite cette anecdote ? Ben voilà que Napoléon III avait vendu une superbe frégate qui va finalement arrêter certains de nos bateaux à la Prusse. Mais justement, ce qui va déclencher cette guerre de 1870, guerre franco-allemande, c'est un grand démêlé diplomatique tout à fait mineur. La candidature retirée à la demande de la France d'un prince allemand de la maison de Hohenzollern au trône vacant de l'Espagne, que Bismarck va déformer en un camouflet insupportable. Et insupportable pour les dirigeants français de l'époque. Les maladresses politiques de l'empereur Napoléon III vis-à-vis d'autres pays européens va faire que ces pays européens vont isoler la France et le régime va pousser à la confrontation avec la Prusse, et cette confrontation va être soutenue par l'opinion publique, autant pour se défaire d'un rival dangereux que pour agrandir un territoire national. Et voilà que le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont malheureusement mal préparées et moins nombreuses. Et le 18 septembre 1870, Paris est totalement investi par les Prusses. Par la Prusse. Alors voilà que le 5e bataillon des mobiles d'Ille-et-Vilaine quitte Saint-Malo le 7 septembre 1870 par le train. Le 17 novembre, il est engagé avec les 1171 hommes et 23 officiers. Il va être désarmé le 28 janvier 1871 et va rentrer à Saint-Malo le 15 mars. Donc, vous voyez,
la période de son engagement, mais il y a 1171 bonhommes malouins qui sont partis là. Alors, cette conférence de Dominique Maillard va donner l'occasion de déployer cette période de guerre et les évolutions de ce 5e bataillon. Alors, pour mettre les auditeurs dans l'ambiance de cette période et de cette conférence, je vais m'appuyer sur un résumé du compte-rendu du commandant de bataillon réalisé par mon ami Jean-Paul Puinet, dont le grand-père maternel, Jean-Baptiste Gonin, qui était tailleur à Dole et qui était secrétaire ou fourrier pendant la guerre de 1870, toujours est-il qu'il était habitué visiblement à prendre des notes parce qu'il a fait un véritable cahier de marche. Et il avait raconté tout cela à sa mère, à la mère de Jean-Paul Puinet, la famille qui sévissait dans Paris assiégé. Alors en fait, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Paul Puinet quand j'ai fait une recherche sur les pilotes, parce que le père de Jean-Paul Puinet, Hippolyte, était le président du syndicat des pilotes maritimes de Saint-Malo, du port de Saint-Malo, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est lui qui était chargé de négocier avec l'occupant pour sortir les bateaux. Fin de la parenthèse, je reviens au 5e bataillon. Donc il part le 7 septembre, arrive à Paris le 8, il est logé chez l'habitant. Le 26, il demeure à Montmorency et chargé de garder la porte d'Auteuil. Vous avez retenu qu'effectivement, c'est des régiments qui sont chargés de garder, de faire l'ordre. Le 1er novembre, il se rend aux Tuileries. Le 17, il va partir dans la 2e brigade de la 5e division du 9e corps d'armée et il va passer 8 jours au camp de Tillemont. Le 30 novembre, il va protéger le passage de la Marne. Je rappelle, ils sont 1171, donc vous imaginez faire bouger ce bataillon de 1100 bonhommes, ça demande du temps, ça demande des moyens. Le 9 décembre, il va se rendre sur le plateau d'Avron. Et ce plateau d'Avron, une butte témoin qui est située en Seine-Saint-Denis, à une dizaine de kilomètres à l'est de Paris, a été l'un des hauts lieux de la défense de Paris. Dans les ouvrages qui parlent effectivement de cette guerre de 70, on parle du plateau d'Avron comme un élément important. Et le bataillon va s'y illustrer. Le 26, il va attaquer la Maison-Blanche en première ligne contre 600 Saxons embusqués derrière les murs du château. Le 27, c'est le 100e jour du siège de Paris. C'est le début des bombardements de Paris dans certains quartiers. Et sur le plateau, le bombardement a redoublé d'intensité et ce combat d'artillerie a duré 5 heures. Seconde attaque en première ligne, la position est enlevée et le château occupé. Le lieutenant Ludovic Ovius, petit-fils de l'ancien maire de Saint-Malo, meurt à la tête de ses hommes. 2 sergents et 6 mobiles sont aussi tués, 11 mobiles sont blessés, certains meurent par la suite. Le bataillon fait 4 prisonniers saxons. Le 28 décembre, après 3 jours d'une canonnade effroyable, le plateau est devenu tout à fait intenable pour l'infanterie et le bataillon quitte le plateau d'Avron à 9 heures. Il stationne ensuite à Charenton. Fin décembre, je rappelle que le beurre atteint 30 francs de kilo dans Paris, que la livre de chien vaut 4 francs, qu'un chat se vend 20 francs, un corbeau 5 francs et un rat 3 francs. On mange tout ce qui peut être mangé. Et donc, vous voyez que les bouchers... C'est la misère. Hein. C'est la misère totale. Ah oui, on vend un moineau 1,25 centimes. 1 franc,25. Janvier 1871, la famine est installée dans Paris.
amplifié durant ce mois par les difficultés de ravitaillement. Le 18 janvier, le 5e bataillon va à Neuilly. Le 19, il attaque sur les hauteurs de Buzenval et rentre le 20 à Charenton. Le 28, il est envoyé à Paris quai Bourbon, sans doute le boulevard Bourbon actuel dans le 4e arrondissement, puis à la barrière du Trône et rue de l'Icaille. Il est désarmé en application de la convention d'armistice le 28 janvier. Le 3 mars, le gouvernement décide que les gardes nationaux mobiles des départements sont renvoyés dans leur foyer et licenciés avec 10 jours de solde après l'arrivée à destination. Le 14 mars, le 5e bataillon quitte la gare Montparnasse à 10h50 et le train ramène 1110 hommes. Ils étaient 1171 au départ. Et le 15 mars, le 5e bataillon rentre à Saint-Malo. Il n'a pas participé à la Commune, dont l'insurrection commence le 18 mars et se termine le 21 avril avec l'assaut des Versaillais. Donc, voilà comment plus de 1000 Malouins et de la région malouine ont participé à la défense de Paris, se sont illustrés en perdant le lieutenant Ludovic Ovius, la famille Ovius, très connue sur Saint-Malo, où il y a encore quelques descendants à être à la Société d'Histoire. Mais vous voyez que c'était intéressant que Dominique Maillard se penche sur ces mobiles d'Ille-et-Vilaine là, et ce 5e régiment, parce que en fait, il y a eu, dans une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, qui était de la maladresse des gouvernantes de l'époque. On peut l'expliquer ça ou pas, Jean-Luc Blaise, cette maladresse quelle a été l'intention Oui, alors je crois qu'on peut l'expliquer par la personnalité de Napoléon III. Mais est-ce qu'il avait une idée derrière la tête avec cette décision je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce serait peut-être des questions qu'on peut poser à Dominique Maillard. Vraisemblablement ça. Alors, il y a Bismarck qui est juste en face, là, hein, et puis on va mobiliser autour de la Prusse un certain nombre aussi de pays qui sont encore l'Autriche, d'autres à côté. C'est pas encore le couple franco-allemand là. Non. Alors là vraiment, on en est loin. C'est l'ennemi. Et on sent que Napoléon III veut aller ferrailler. C'est, je crois, que ce qu'on va retenir. Voilà pour la conférence donc de lundi prochain. La conférence est gratuite. Ceci dit, il y a une priorité qui est donnée aux adhérents de la CHASM, je crois, jusqu'à 14h15. Oui, c'est cela. Oui. On a gardé cette habitude parce que on a toujours un grand succès. La conférence du mois dernier sur un krach bancaire a amené beaucoup de gens et c'était absolument passionnant d'avoir quelqu'un qui revient sur un fait qui, à l'époque, a marqué énormément le territoire. Alors, le 17 mars, c'est Philippe Lombard, un de nos sociétaires, qui parlera de l'historique de l'enseignement préélémentaire à Saint-Malo au 19e et en partie du 20e. Ça va être aussi tout à fait intéressant. C'est encore un sociétaire, le mardi et maintenant le jeudi après-midi, on a des sociétaires qui viennent travailler à la bibliothèque, qui viennent consulter les archives qui sont juste à côté. Marc-Jean rue d'Alsace. Rue d'Alsace, hein, et la Société d'Histoire est dans les mêmes locaux quasiment. Et c'est très commode. Les gens passent effectivement des archives où ils sont toujours très bien accueillis et viennent consulter nos ouvrages et discuter avec nous. Le fonds est régulièrement enrichi. Il y a des legs, des dons. Oui, énormément de legs. On a une équipe de bibliothécaires qui régulièrement classe. On rajoute des rayonnages aussi parce que vraiment on a pas mal de dons. Et c'est intéressant parce qu'il y a dans ces dons des ouvrages qu'on ne trouve plus. Et oui. L'adhésion à la CHASM, c'est encore possible ou il y a trop d'adhérents ? Ah non, c'est toujours possible. Nous étions presque 630 à la fin du mois de décembre. On recommence une campagne d'adhésion et là,
en ce milieu de mois février, il y a plus de 450 personnes qui ont repris leur adhésion. À jour de leur cotisation, comme on dit. Voilà, à jour de leur cotisation. Et je dois dire que ça arrive chaque jour. L'Assemblée générale, c'est toujours en juillet ou... C'est toujours en juillet, le 3e. On en reparlera, oui. Oui, on en reparlera parce qu'on a toujours un peu une tête d'affiche pour présider cette Assemblée générale et faire une conférence. Donc c'est le 3e lundi du mois de juillet. Merci beaucoup Jean-Luc Blaise, vice-président délégué de la Chasme, pour cette présentation de la conférence. Je le rappelle, c'est lundi 17 février, 14h30, au Carré Edéis à Saint-Malo. Courez-y vite et merci pour votre passion pour l'histoire malouine, Jean-Luc Blaise. Mois après mois, derrière ce micro, on vous retrouve donc au mois de mars pour la présentation de la prochaine conférence, si vous le voulez bien. Plaisir.